Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Avril 2020, alors que la France est confinée, Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement dans le Jura, va vivre 2 des jours les plus intenses de sa vie. Grâce à une de ses amies, il va réussir à prendre ses premiers clichés d'un lynx avec sa proie, une aventure aussi intense qu'exceptionnelle qu'il nous raconte aujourd'hui dans l'émission 100% Nature. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, vous êtes passionné de nature depuis toujours. La photographie vous permet de rentrer dans son intimité, mais ce n'est pas pour vous une fin en soi, puisque ce qui vous importe encore plus, c'est de permettre aux autres de l'expérimenter, de la toucher et de la ressentir, notamment via des stages ou encore des ateliers. Alors au niveau pratique photographique, votre éthique est irréprochable, vous travaillez majoritairement à l'affût, au 300 mm, sans jamais déranger les animaux. Chamois, renards, blaireaux, chouettes chevêchettes ou encore ticodromes, vous avez côtoyé de nombreuses espèces avant d'avoir la chance de croiser la route du lynx. Pour la toute première fois, il me semble que c'était en 2018. J'imagine un moment qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. Depuis combien de temps étiez-vous sur les traces du plus grand félin d'Europe quand vous l'avez photographié en 2018 ? Disons que j'ai grandi dans un territoire où il est là, mais je me suis jamais trop focalisé sur lui en me disant qu'un jour j'aurais de la chance et par pur hasard je tomberais dessus et puis le coup de bol ferait la première rencontre. Mais le coup de bol il venait pas. Donc il a fallu provoquer la chance et je me suis mis il y a 3 ans, j'ai fait beaucoup les pas en hiver. Faire les pas c'est suivre les traces dans la neige ou la boue. En hiver, donc comme j'habite le Jura, c'est plus simple. Si on a un peu de neige au sol, on suit les pas et on arrive à trouver les endroits où les lynx vont marquer leur territoire parce que ce sont des animaux qui sont vraiment territoriaux et qui vont uriner ou crotter dans des endroits stratégiques où ils vont passer régulièrement. Donc j'ai suivi les pas, trouvé des points de marquage et ensuite installé des affûts et puis j'ai attendu. Julien Arbé, certains photographes utilisent des pièges photographiques pour apprendre à connaître les espèces. Est-ce que vous avez eu recours à cette méthode pour appréhender le lynx ? Pas du tout. Non, alors je suis pas très piège photographique moi, pour différentes raisons, mais disons que pour moi la photo, ça part du repérage à la photo qui sort de la machine, qui sort de l'imprimante, mais le temps de repérage et l'énergie que j'y passe est vraiment importante pour moi. Et j'ai besoin, quand je vois une bête, de sentir que j'ai réussi quelque chose. Et si j'utilise des pièges photos, des jumelles infrarouges, des choses comme ça, pour moi c'est un peu tricher, c'est utiliser de la technologie pour le repérage et c'est pas mon fonctionnement. D'avoir attendu pendant des jours entiers et puis en ayant fait soi-même le repérage, en sachant soi-même où est-ce qu'on va se mettre, en se débrouillant tout seul comme un grand, quand la bête est là devant nous, on se sent d'autant plus privilégié qu'on a fait tout ce travail en amont. Julien Arbé, le lynx est un animal forestier qui est haut sur pattes. Quelles sont les particularités de sa morphologie ? C'est un grand félin qui a des poils au bout des oreilles, qui a une robe tachetée ou un petit peu rayée. Il a une belle frimousse de gros minet. C'est quand même un gros minet qui mange des chevreuils et des chamois. C'est gros comme un berger allemand à peu près. C'est un animal qui est tout en souplesse, tout en finesse, puis avec une petite queue courte et un pompon noir au bout de la queue. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant chez les lynx, c'est que chaque individu, il a sa marque propre. Comme nous, on a des empreintes digitales propres à chacun, les lynx, ils ont des taches sur leur pelage qui sont propres à chacun. On peut comparer 2 images d'un lynx qui ont été faites à 5 ans ou 3 ans d'intervalle, par exemple, et puis à 20 km de distance, et se rendre compte que c'est le même lynx parce qu'il a les mêmes taches sur le pelage. Julien, alors vous venez de nous le dire, le lynx mange chevreuil et chamois, c'est un chasseur nocturne et solitaire. Il a un impact justement important peut-être sur la faune sauvage ou domestique ? Alors comme tout animal, il a un impact sur son environnement. Il mange, on estime à 50 le nombre de grandes proies qu'un lynx va chasser dans l'année. Donc en gros, 1 par semaine. Un chevreuil ou un chamois par semaine.
Alors souvent quand je dis ça au public que j'ai en conférence, en animation, on me fait des gros yeux en me disant « Oh là là, dis donc il mange beaucoup ». C'est souvent un argument d'ailleurs qui est repris par les chasseurs, il n'y a plus de chevreuil parce qu'il y a trop de lynx. Il faut remettre ça à la taille de son territoire. Un lynx, en moyenne, c'est 400 km² de territoire. Donc ça fait 50 proies en moyenne par an sur 400 km² de territoire. Les lynx ont une pression sur la faune sauvage qui est bien inférieure à ceux de la chasse humaine. Un peu ce qui me dérange souvent, c'est le bouc émissaire. On n'a plus de chevreuil, c'est à cause du lynx. On n'a plus de chamois, c'est à cause du lynx. Mais quand on regarde les résultats des tableaux de chasse par département, on se dit que le lynx, il a bon dos. Ça, c'est un prédateur qui a sa place dans l'écosystème, qui va réguler les populations, qui va éclater les troupeaux de chamois, qui va faire moins de pression de pâturage en certains lieux, qui va éliminer des jeunes et des malades, alors pas seulement, mais en partie. C'est un animal comme la petite araignée au milieu de son champ qui a sa place dans l'écosystème, quoi. Un grand territoire, donc est-ce qu'on peut trouver plusieurs lynx au sein d'un même territoire ou vraiment ils se bagarrent férocement pour être le seul à l'intérieur? Oui, il est très très territorial. Un lynx mâle ne supportera pas un autre mâle sur son territoire. Donc on peut trouver un territoire de femelles qui chevauche celui d'un mâle, mais on n'aura pas deux mâles sur le même territoire. Chasseur nocturne donc, et qu'est-ce qu'il fait dans la journée le lynx? Il est nocturne et crépusculaire. Après, il peut aussi chasser en journée. Le chevreuil qui s'est fait attraper ce printemps par un lynx, c'était à 11h le matin. Donc ça arrive que ce soit en journée, mais il va chasser préférentiellement le matin ou le soir parce que c'est là où le gibier, où ses proies vont sortir en lisière et vont se concentrer sur le gagnage, quoi. Les chevreuils et les chamois vont aller manger et le lynx va en profiter pour les prendre par surprise. Le reste de la journée, le lynx, c'est un peu un gros chat, hein, c'est un peu un fainéant. Hein. Il se met sur une vire rocheuse ou dans une forêt de pente et puis il roupille. Et pour celles et ceux qui sont un peu peureuses ou peureux, faut savoir qu'à ce jour, il n'y a aucune attaque de lynx qui a été recensée sur l'homme. Non, nulle part dans le monde. Jamais il y a eu d'attaque d'un lynx sur un humain. Il y a eu des observations de très proches. Moi, j'ai observé il y a 2 ans à 2,50 m. C'est vraiment près, hein, 2,50 m, c'est vraiment pas beaucoup. Pendant 1 minute, il m'a observé, il était curieux, mais il est parti tranquillement. Il n'y a jamais eu de cas d'attaque de lynx sur un humain. Julien Arbet, est-ce que le lynx a un cri particulier? Est-ce qu'il émet des sons? Oui, il émet des sons. Alors, il peut émettre des sons toute l'année, mais surtout au printemps, au mois de fin février à fin avril, pendant la période de reproduction, on dit qu'il feule. C'est-à-dire que le mâle et la femelle, ils vont émettre des cris qui ressemblent un peu à un mélange entre un aboiement et un miaulement pour signaler leur présence et se retrouver sur parce que c'est vraiment des territoires qui sont gigantesques. Donc le matin, le soir et la nuit, à une certaine période de l'année, ils vont feuler pour se retrouver. Et ensuite, ils vont vivre pendant la période des accouplements. Le mâle et la femelle, ils vont passer 1 semaine ensemble à déambuler sur leur territoire. Une petite semaine, et le reste du temps, ensuite, ils vont se séparer puis ils vont vivre en solitaire. C'est vraiment un animal solitaire. Et à quelle période les femelles mettent-elles bas? Les femelles, elles mettent bas, je crois que c'est en été. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'en faisant des afflux vers la mi-juillet, ce serait possible de voir des jeunes lynx qui accompagnent la maman. Julien, vous savez s'il y a une mortalité élevée des jeunes lynx? Alors ça, moi je connais pas les chiffres. Il y en a, hein, chez tous les mammifères, il y a une mortalité élevée. Hein. Il a des prédateurs, le lynx d'ailleurs? Il n'y a pas de prédateur du lynx. Le lynx, c'est un super prédateur. C'est un nom en écologie. C'est un terme qu'on utilise pour désigner les prédateurs qui n'ont pas de prédateurs. Comme le loup, l'ours ou le hibou grand-duc. Son seul prédateur, c'est la voiture et le braconnier, parce que c'est une espèce protégée, mais qui est quand même braconnée. Pourquoi on dit que c'est une espèce qui s'autorégule? C'est assez simple en fait. Une proie, quand elle a plus rien à manger, un prédateur, s'il a plus rien à manger, il va faire moins de petits ou alors il va pas se reproduire. Et en fait, la population de prédateurs va s'adapter à la population de proie autant que la population de proie s'adapte à la population de prédateurs. C'est un équilibre. Si on n'a plus de chevreuil sur un territoire, si c'est un territoire où il y a du chamois, le lynx il va manger du chamois. Le jour où il n'y a plus de chevreuil, plus de chamois, le lynx il a plus rien à manger, il disparaît. C'est simple. Le lynx, il ne peut pas rester 1 mois en jeu. Non, s'il mange rien, de toute façon, il meurt de faim. S'il a plus à manger, il disparaît. S'il disparaît pas, il va moins bien se reproduire ou voire pas se reproduire du tout.
Julien Arbé, si je ne me trompe pas, les lynx présents aujourd'hui en France sont tous issus de réintroduction. Il y en aurait aujourd'hui 120 dans le pays, donc 80% dans le massif du Jura. Alors c'est peu, évidemment, l'espèce, vous l'avez dit, est en danger et pourtant elle est fréquemment braconnée. Le 17 mars, on retrouvait d'ailleurs le cadavre éventré d'une femelle dans le Jura. Deuxième braconnage de l'année 2020 d'ailleurs, malgré les plaintes déposées par le Centre Athéna pour protéger l'espèce. Julien, selon vous, qui en veut au lynx aujourd'hui en France et pourquoi ? Pour revenir sur ce que vous disiez avant, donc le lynx était présent à la préhistoire, il était présent sur quasiment tout le territoire français, en plaine comme en montagne. Ensuite, il a été chassé, il a disparu du territoire et il a été réintroduit en Suisse dans les années 70. C'est la première mention dans le Jura français, c'est en 1974. Et depuis 1974, le lynx, il a réinvesti les quartiers qu'il avait abandonnés parce qu'il avait été chassé. Mais depuis une cinquantaine d'années, il y a de la reproduction sur le territoire. Il y a des jeunes lynx qui naissent vraiment dans une tanière du Jura, quoi, qui naissent sous une souche renversée, etc., etc. Et qui veut la peau du lynx ? Certains chasseurs, pas tous, parce qu'il y en a qui l'acceptent très bien, qui sont contents que le lynx soit là. J'ai des fois des bonnes discussions avec des chasseurs où là, on se comprend bien. Mais pour certains chasseurs, le lynx, c'est un concurrent qui va manger des chevreuils et des chamois qui les fait disparaître. D'où le besoin pour eux de tuer le lynx, de le mettre dans un sac poubelle et de le jeter sous la route. Le lynx chasse pour se nourrir et pour son besoin, et l'humain, il chasse pour le plaisir. Julien Arbé, Sea Shepherd France, ONG cofondatrice de la coalition Rewild, a offert 5 000 € de récompense pour aider à retrouver et à faire condamner le ou les braconniers de la femelle lynx du 17 mars dernier. Vous avez eu des échos, vous savez si ça a permis de faire avancer l'enquête un petit peu ou c'est vraiment tabou au niveau local tout ça ? Moi, par rapport à cette affaire-là, j'ai pas de données récentes particulières. En fait, ce qui se passe avec le lynx, c'est pas facile à comprendre. Disons que quand il est arrivé dans les années 70 dans le massif jurassien, il n'était pas bien vu par pas mal d'agriculteurs et de chasseurs. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des années qu'il était assez simple, sauf cas exceptionnel, de lutter contre la prédation du lynx sur les élevages domestiques. Il y a quelques cas d'attaque de lynx dans des élevages domestiques, mais c'est pas du tout représentatif et c'est un cas de temps en temps. Et un lynx qui rentre dans un troupeau pour manger un chevreuil ou un chamois, il va en manger un. Et il le tue et il va revenir le manger pendant une semaine. Ensuite, il va changer de coin. Donc il y a des cas, mais il n'y a pas une grosse pression sur les paysans. Et un troupeau qui est protégé par un patou, il y a quasiment zéro chance que le lynx fasse de la prédation. C'est pas du tout comme avec d'autres espèces dans d'autres pays ou en France, je pense au loup, où la problématique est plus compliquée. Là, en fait, il n'y a pas vraiment de prédation disons que les agriculteurs l'acceptent volontiers. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est certains chasseurs qui trouvent en lui le bouc émissaire parce qu'ils trouvent pas assez de chevreuil ou pas assez de chamois, ou quand ils font les pas ou qu'ils chassent, ils vont tomber sur un cadavre de chevreuil ou de chamois qui s'est fait croquer par le lynx. Et ça, ils ont du mal à accepter qu'il y ait un régulateur autre qu'eux qui fasse leur travail, quoi. Julien Arbé, quelles seraient pour vous les mesures à prendre d'urgence pour protéger le lynx en France ? Le lynx est protégé. Le lynx, il est sur la Convention de Berne, donc on n'a pas le droit de tuer ou de blesser ou de transporter un lynx mort ou vivant. Donc c'est une espèce protégée, comme d'autres animaux protégés. Après, c'est comment faire pour lutter contre le braconnage. Il y a des missions de police qui s'organisent. Et il y a aussi de la sensibilisation à faire auprès du monde de la chasse. Mais c'est pas toujours facile. On va parler de choses plus positives maintenant. En avril 2020, on le disait en introduction, en plein confinement, le coup de fil d'une de vos amies va vous permettre de vivre des moments incroyables avec le lynx. Cette amie vous signale la présence d'un chevreuil mort. Quels sont les indices, Julien, qui vous ont laissé penser à une prédation de lynx ? La copine en question m'a envoyé un message en me disant « On a vu un lynx à tel endroit ». Je me dis « Bon, c'est chouette, ils ont vu un lynx, mais un lynx, il a tellement un territoire qui est immense que ça sert à rien que j'aille le chercher parce que peut-être que ce soir, il sera à 5 km ou il sera caché dans un fourré, mais je le verrai pas. » Et elle m'a envoyé un deuxième message 2 minutes après en disant qu'il y avait une proie morte à côté.
les copains, le couple en question, la copine avec son copain, là, et on fait fuir le lynx et ils ont vu qu'il y avait une bête morte. Donc tout de suite, ma copine m'a dit c'est une biche, il y avait une biche, le lynx est parti, il y avait une biche morte dans le champ. Donc là, je me suis dit, c'est de la prédation par le lynx sur un chevreuil. Le lynx, il mange pas de biche, c'est trop gros. Donc, je suis allé le soir, j'ai trouvé le chevreuil dans le pré qui avait commencé à être grignoté, et puis je savais que c'était le fait de lynx parce que la proie, les prédateurs ont été observés juste après la séance de chasse, en fait. Ils ont dû tomber dessus, le lynx venait de finir d'étouffer sa proie. Donc pour moi, c'était du pain béni, quoi. Alors il n'y avait pas le travail de repérage en amont, ça casse un petit peu la beauté de la chose, mais j'avais 99% de chance que le soir, le lynx, il revienne sur sa proie pour manger les gigots, quoi. Il commence par les gigots, etc., puis il remonte les épaules. Et du coup, vous avez monté un affût. Il vous a fallu attendre combien de temps avant qu'il pointe le bout de son museau? C'était pas très long, hein. Moi, je suis allé le soir, 2 heures avant la nuit, pour repérer. J'ai vu où était le chevreuil, j'ai installé mon affût, donc j'ai tendu un filet de camouflage entre les arbres. Et puis j'ai attendu, et c'est dans la pénombre, 40 minutes, 10 minutes après le coucher du soleil, une grosse demi-heure avant la nuit, que j'ai entendu ses pas dans les feuilles, et que j'ai pu l'observer. Il est sorti du bois, il a récupéré sa proie, et il l'a emmenée dans le sous-bois pour la manger tranquillement, parce que vu qu'il avait été dérangé, il n'avait pas eu le temps de la cacher. Le lynx aime bien dissimuler un petit peu sa proie. Donc il l'a récupéré dans le pré, par le cou, il l'a traîné dans la forêt, sous des épicéas, et je l'entendais manger, mais sans plus le voir. Et c'est seulement le lendemain que j'ai redéplacé l'affût, je me suis mis ailleurs, et j'ai pu le voir retrousser la peau, arracher les poils, et puis manger, faire sa toilette, à une faible distance, quoi. Donc c'était chouette. Ouais, en plus sous la pluie, ce deuxième soir. Ouais, le deuxième jour. Ouais. Julien Herbet, ce qui importe vraiment beaucoup pour vous, c'est de jamais déranger les animaux. Le lynx est très craintif. Est-ce que c'est encore plus dur avec lui, justement, de ne pas déranger? Est-ce qu'on a peur un petit peu? Oui, alors, d'autant que là, c'était un jeune lynx qui semblait un petit peu amaigri. Donc, il faut faire attention de ne pas compromettre son repas, parce que s'il a passé de l'énergie à chasser un chevreuil, et qui mange un cuisseau et qu'ensuite il est obligé de partir pour aller chercher un autre chevreuil, on met vraiment sa survie en danger, quoi. C'est un animal sauvage, hein. Il a besoin de se nourrir. Et du coup, là, oui, il y a une vraie question, là, à quelle distance je me mets et comment je m'y prends. Voilà. Après, pour revenir sur ne jamais déranger les animaux, c'est le but. Ne jamais déranger les animaux. Mais c'est pas le cas. Je connais aucun photographe animaliste qui dérange pas les animaux. On a tous un impact sur les animaux. Après, c'est comment avoir conscience de cet impact sur les animaux et limiter au maximum. Là, il y a vraiment l'éthique qui rentre en jeu. Ne pas appâter les animaux, ne pas attacher la proie, parce que c'est ce qui se fait pas mal avec le lynx. C'est que quand un chevreuil est découvert, on traîne le chevreuil à l'endroit qu'on souhaite. On attache le chevreuil avec une corde à un arbre et le lynx, il essaiera de la tirer pour la cacher, mais il pourra pas la tirer vu que la proie elle est attachée, donc il va manger sur place. Donc là, alors forcément, on va faire des plus belles photos, mais je trouve que c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Parce que c'est trop interventionniste et ça peut vraiment compromettre. Alors là, ça peut être l'alimentation du lynx, mais ça peut être la survie d'une nichée d'oiseaux, ça peut être plein de choses, quoi. Donc on a un impact sur la faune, mais limitons au maximum cet impact en évitant d'intervenir. Il ne faut pas intervenir. Moi, j'aime bien être témoin de ce qui se passe, mais je ne veux pas provoquer des rencontres ou des situations. D'ailleurs, vous avez quitté votre affût ces 2 soirées-là quand le lynx était parti. Ouais. Alors, le premier soir, je l'ai entendu partir parce que les feuilles étaient très sèches. Donc, même quand je l'avais plus en vue, de toute façon, je l'ai entendu partir. Donc, j'attends qu'il parte, j'attends 30 minutes et je quitte mon affût. Le deuxième soir, il pleuvait, les feuilles avaient un petit peu ramolli, le lynx est resté un petit peu plus longtemps sur sa proie. Il est reparti vraiment dans la pénombre. J'avais vraiment du mal à le voir dans l'objectif quand il est reparti. Il s'est éloigné un petit peu, il a fait un brin de toilette et la nuit est tombée, donc je le voyais plus. Je n'entendais plus aucun bruit, donc je me suis dit j'attends 30 minutes et je m'en vais. Sauf que je savais pas j'imaginais qu'il était plus là, hein. Sinon je serais pas parti.
Donc j'ai attendu 30 minutes, je suis parti, et le lendemain quand je suis revenu, je l'ai pas revu. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et là je pense que je suis parti trop tôt et qu'il m'a entendu ou vu partir. Et ensuite les nuits d'après, il a continué à venir manger sa proie, mais il venait plus que la nuit, il venait plus le soir. C'est là où je pense que je l'ai intrigué et qu'il a changé son comportement. Donc là quelque part il y a eu un dérangement. C'est pas voulu, hein, c'était pas quelque chose de choisi, mais j'imagine que c'est ça. Après, le lynx, c'est un animal qui est pas farouche. On l'imagine farouche, c'est pas un animal qui est farouche, il est discret mais pas farouche. On peut être devant un lynx qui nous observe à 15 mètres, qui est assis en train de se lécher et il nous regarde. C'est pas forcément un animal qui va partir en courant. Mais il faut faire attention quand il mange sur sa proie pour être sûr qu'il revienne manger. Et là, du coup, j'ai eu un petit sentiment de culpabilité parce que je me suis dit, oh, du coup, vu que le lendemain soir, je suis retourné et que je l'ai pas revu, le lynx, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il va revenir cette nuit parce que s'il revient pas, un lynx agressif, s'il revient pas et que c'est à cause de moi, j'aurai du mal à le vivre. Le lendemain, le matin, je suis retourné voir, le chevreuil était mangé et le chevreuil était mangé jusqu'au bout. Julien Harbé, vous rêviez de faire des clichés de lynx avec sa proie. Maintenant, c'est chose faite. De quelle rencontre animalière rêvez-vous désormais ? Plein. Plein de rencontres animalières autour de chez moi et avec des animaux qui sont pas forcément rares. Il y a des animaux qui sont communs et qu'on rencontre jamais parce qu'ils sont plus malins que nous, plus discrets ou plus nocturnes. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. C'est ce que je racontais à un copain ce matin. Faire une belle photo de musaraigne, ça me fait rêver. Alors, la musaraigne, ça fait pas bien rêver bien des gens. Hein. C'est pas forcément la rareté qui va me plaire, c'est le défi pour réussir à photographier en dérangeant le moins possible et en arrivant à faire de belles photos. Donc ça peut être, moi je pense au putois que j'ai filmé une fois que j'étais jeune mais que j'ai jamais revu depuis. Je pense, aux musaraignes, à la martre, des espèces qui vivent autour de chez moi, qui partagent le même territoire que moi, qui sont à moins de 5 km de la maison. Mais en 30 ans, j'ai jamais réussi à faire une photo. C'est ça le défi que je trouve excitant. C'est pas aller à l'autre bout du monde pour prendre des animaux impressionnants, forts, médiatisés. Non, moi, c'est la biodiversité ordinaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est trouver dans la nature, sur le pas de notre porte, des choses merveilleuses et subtiles. La biodiversité ordinaire. Justement, ce sera le thème d'un de nos prochains épisodes, puisque Julien, vous avez accepté très gentiment de rester avec nous pour quelques épisodes de notre émission 100% Nature. Merci infiniment, en tout cas, pour ce beau témoignage autour du lynx. En attendant de vous retrouver pour d'autres aventures animalières, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à consulter votre site internet julienharbé.fr, et Harbé, ça s'écrit A-R-B-E-Z. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.